Les écosystèmes, ce sont des dynamiques. Et ces dynamiques suivent les lois de l'évolution. Et ces lois de l'évolution peuvent nous permettre de faire ou pas faire des choses. D'abord, ça peut nous permettre de comprendre ce que nous sommes. Nous sommes le produit d'une évolution nous-mêmes. Et tu vois, en fait, on est le produit de ceux qui étaient adaptés aux conditions d'hier. Alors, c'est tout con, mais si tu changes la règle du jeu aujourd'hui, t'en as qui sont pas adaptés par hasard. Genre, tu mets plus de sucre, plus de matière grasse sur la table. T'en as qui étaient super adaptés hier, qui étaient ceux qui étaient capables de faire des réserves même quand il y avait rien à bouffer. Tu vois, il y avait des périodes de 5 à 10 ans. Donc ceux qui étaient capables de faire des réserves à tout prix, d'entretenir la quantité de sucre dans le sang à tout prix, ils avaient un avantage. Sauf que maintenant, du coup, ceux-là, c'est de la graine d'obèse ou de la graine de diabétique. Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous accueillir pour cette émission. On va accueillir aujourd'hui Marc-André Sellos, qui est finalement une personne qui sait transmettre une vision de l'écologie assez pratique, du quotidien, passionné de microbiologie, chercheur. Il va nous transmettre finalement sa vision de l'équilibre dynamique dans lequel l'homme doit se positionner aujourd'hui en 2024, mais aussi pour un avenir sans doute mieux équilibré entre la nature et la culture. C'est une personne que j'apprécie particulièrement puisque il a une vocation à rendre intelligibles des concepts complexes. Il prend des angles de vue qui sont assez originaux. Je suis sûr que vous allez aimer cet entretien. Bon, Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur, on va dire, cette émission. Alors le but, c'est de pouvoir parler de l'écologie comme un sujet sérieux, comme un sujet qui peut s'intégrer dans le monde économique, et comme un sujet auquel les citoyens peuvent et doivent finalement s'intéresser. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est la pédagogie, la capacité à venir prendre des sujets compliqués et à les transmettre au grand public. Tu es à ton 5e ouvrage, je me trompe pas ? Oui. Voilà. Et donc des ouvrages qui sont dédiés à un public large. Et donc moi ce que j'aime dans ton travail, c'est aussi de se focaliser sur on va dire une matrice, un milieu que les gens connaissent peu, qui est le sol. Des organismes que les gens ne peuvent pas voir, des micro-organismes, et pourtant qui façonnent notre quotidien et qui ont façonné notre terre. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir te laisser de la place pour que tu puisses à la fois parler de ton histoire qui t'ont amené à appréhender ce milieu, à te passionner pour ce milieu, et puis pourquoi cette envie de pédagogie au travers de tes différents postes, que ça soit à l'INRA, au muséum ou dans l'enseignement, et finalement qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces ouvrages, et peut-être qu'on pourra parler effectivement du dernier en date, qui a priori marche bien. Oui, alors une première remarque, c'est que double remarque en fait, c'est qu'il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire. D'abord, l'écologie, c'est pas une tendance politique, un engagement. Ça peut l'être, et comme ça porte le même nom, des fois ça porte à confusion. Mais c'est avant tout une science et une technique. Et donc c'est porteur de solutions. Un peu comme les technologies industrielles ou la chimie peuvent être des solutions à certains problèmes. Ça, c'est important parce que on a trop tendance à penser que c'est juste quelque chose d'engagé. Puis l'autre chose, c'est que ça développe des connaissances et des pratiques qui sont finalement très proches de nos vies. Ça nous concerne. Et souvent, les gens disent qu'ils sont nuls en sciences. Et ils ont un petit peu un complexe d'infériorité par rapport aux sciences, qui est tout à fait indu. C'est peut-être que les scientifiques leur parlent pas de façon assez simple. Et en réalité, les gens peuvent comprendre des tas de choses de la science, et notamment des sciences de l'environnement et de la biologie. Et bien plus, comme ça touche à leur quotidien, on vient de le dire, ils ont intérêt à le faire. Vraiment intérêt. Et c'est pas du militantisme que de le dire. Il y a des belles au bois dormant qui dorment parce que les gens ne prennent pas conscience des logiques qui les environnent et de ces choses dont tu dis qu'on les voit pas, c'est vrai, le sol, les microbes, mais qui sont présents. Le sol, il fait le climat, il fait la qualité de l'eau, il fait l'alimentation, il peut stocker du carbone éventuellement. Les microbes, on embarque nous plus de cellules de microbes que de cellules humaines. On a 10 000 milliards de cellules humaines et pratiquement déjà autant de cellules microbiennes dans notre digestif. Moi, j'ai coutume de dire que ce ne sont pas les microbes qui vivent dans notre environnement, c'est nous qui vivons entourés
de microbes. C'est sûr qu'on squatte un monde de microbes. Mais on le comprend mal parce qu'on les voit pas. Cela dit, quand on s'interroge sur des mécanismes comme la façon dont les plantes exploitent le sol, la façon dont les plantes font la photosynthèse, pourquoi on est en bonne santé, pourquoi il y a du méthane sur Terre, et jusqu'à un certain point c'est une bonne chose parce que sans effet de serre, il ferait quand même moins 50 degrés sur Terre. C'est pas terrible. Tout ça, la solution, c'est microbes. Ce sont des microbes. En fait, on vit dans un monde qui a été façonné par les microbes bien avant qu'apparaissent de grands organismes, qui n'ont pu y apparaître que lorsque les conditions réunies par les microbes l'ont été. C'est intéressant parce qu'on sent la passion. Qu'est-ce qui t'a amené, peut-être que on pourrait commencer par parler de ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à être passionné autant par ce monde de l'invisible finalement? Ouais, alors, ça commence très tôt. Bon, je suis toujours intéressé à la nature. Mon grand-père nous emmenait au bois de Vincennes. On allait souvent au muséum. Et pour moi, c'était pas rien. Ensuite, en 2013, de revenir comme professeur du muséum à Paris. On a toujours eu un contact avec la nature aussi en Bretagne. Moi, je suis bellilois et on partait en vacances dans la famille, avec notamment des gestes à la ferme, dès qu'on avait du temps. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé, suite à des cours de ce qu'on appelait les sciences naturelles, on dirait les SVT maintenant, j'ai commencé à m'intéresser aux champignons. Et si tu veux, au début, je voulais identifier les champignons, je les dessinais, je récoltais leurs spores, j'essayais de les sécher, j'avais une énorme collection, dont il me reste quelques bribes qu'il faudrait que j'injecte d'ailleurs dans la collection du muséum, parce que maintenant, j'ai plus trop le temps de faire ça. Et à un moment, il a fallu dans mes études concilier ça avec mes études et le fait éventuellement de devenir un chercheur à un moment. Et j'ai commencé à m'intéresser à comment ils vivaient au jour le jour. Et là, au jour le jour, c'est des filaments microscopiques. Donc déjà, ils m'ont poussé dans le monde de la microbiologie. Parce qu'ils sont microbiens au jour le jour. Sauf au moment où ils se reproduisent et où là, ils sont visibles à l'œil nu. Et c'est là qu'on peut les identifier d'ailleurs. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect enseignement. Ça, il a monté lentement en moi. J'ai toujours eu envie de raconter les choses. La première conférence ou sortie, plutôt, c'était une sortie naturaliste que j'ai faite. C'était en Bretagne en 86. J'avais 18 ans. J'ai toujours eu envie de raconter les trucs parce que dans tout ce que j'acquérais comme connaissance ou comme données, il y a des choses qui me paraissaient trop singulières et trop marrantes pour ne pas être dites. J'ai toujours eu envie de partager et du coup, très rapidement, non seulement j'avais envie de faire de la recherche sur les champignons et leur écologie, leur façon de vivre discrètement toute l'année autour de nous, mais en plus, j'ai eu envie d'être enseignant. Et dans mon enseignement, il y avait une chose que j'avais vraiment envie de faire. C'était de débusquer des petits détails du quotidien qui révèlent les choses qu'on ne voit pas et qui appuient les concepts que je voulais avancer. Bon, par exemple, les odeurs corporelles, ce sont les preuves évidentes que notre peau est colonisée par des microbes parce que notre peau ne sent pas, en dehors des aisselles et des parties génitales, il y a pas vraiment d'odeur sur nous. Et toutes les odeurs, c'est les produits fermentaires de nos microbes. Alors, c'est un détail, mais en réalité, ce qui me paraissait intéressant, c'était de débusquer dans le quotidien les choses que tout le monde sait, la preuve de ce que tout le monde ne sait pas. Et une fois que j'ai eu développé ça pour mes cours, je me suis rendu compte que non seulement, bien sûr, ces concepts-là, ils étaient intéressants en eux-mêmes, mais ils pouvaient revisiter la façon, par exemple, la fréquence de nettoyage de notre corps, ou pour le microbiote, la nécessité de l'entretenir en mangeant des fibres, qui n'améliorent pas le transit digestif. Enfin, elles le font, mais c'est marginal. Elles le font parce que surtout, elles nourrissent notre microbiote, les fibres alimentaires. Et en particulier, tout le monde s'imagine que les fibres, ça fait une espèce de glu qui fait que le transit se passe mieux. Pas du tout, pas du tout. En fait, il se passe mieux parce que les produits fermentaires des microbes entretenus par les fibres qui les digèrent, ces produits fermentaires, disais-je, sont des ressources qui améliorent le fonctionnement des cellules musculaires du tube digestif. Et quelque part, là, cet exemple-là, il est intéressant parce que du coup, on a envie de manger des fibres pour que tout se passe mieux et bien au-delà du transit, puisque ces microbes-là améliorent le fonctionnement du système immunitaire, voire même la résilience au stress, mais surtout, ou la protection contre les cancers, indirectement. Mais surtout, dans cet exemple, on voit qu'on dit aux gens, il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Et on laisse vaguement encourir l'idée que c'est bon pour le transit. On prend les gens pour des cons. Alors après, effectivement, s'ils font des conneries, c'est pas étonnant. On leur explique pas. Alors que ce que je viens de dire n'est quand même pas sorcier, flûte. Le fait que ça nourrit des microbes qui nous aident à vivre. Et notamment qui aident notre tube digestif à fonctionner mieux.
Mais non, mais on leur dit non, mange des fibres. Comment t'as envie que les gens ils bouffent des fibres? Et les Français donc ne mangent que la moitié de la dose recommandée de fibres. Comment tu veux qu'ils mangent des fibres si tu leur expliques pas? Mais faut expliquer le pourquoi. Exactement. Et donc on gagne en efficacité et en conviction en expliquant le pourquoi. Et on revient là-dessus. Pourquoi on leur explique pas? Ils sont trop cons pour comprendre. C'est pas vrai, les gens sont pas cons. Ils le seront d'autant plus que rôde vaguement l'idée qu'ils peuvent pas comprendre des choses un tout petit peu complexes. Encore que le fait d'être habité de microbes, nos flatulences témoignent de leur existence, puisque nous, je le rappelle, nous ne sentons pas mauvais, c'est eux qui sentent mauvais. Nos flatulences sont la preuve perpétuelle, peut-être un peu désagréable, mais en tout cas bien perceptible, de leur présence. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on est finalement un tas de cellules et d'un microbiote externe, mais qu'on a à la surface de notre peau, à l'intérieur de notre tube digestif, etc. Et c'est vrai qu'on est cette somme-là, et souvent on se défocalise un peu trop. On voit le macro, on voit le visible, et on se rend pas compte que c'est vraiment la santé et les éléments visibles sont souvent issus du bon traitement de l'invisible. C'est vrai pour le corps humain, c'est vrai pour par exemple les sols en agriculture, et tu as souvent traité de ce lien entre l'agriculture, la qualité des sols, l'alimentation et la santé humaine. Quand est-ce que tu as commencé, parce que je crois, si je me trompe pas, tu es rentré à l'INRA, c'était 93, c'est ça Ah oui, c'était ma thèse. Voilà, c'était ta thèse, et donc tu as démarré ton travail de recherche. Comment tu passes de la passion des champignons au fil de l'eau, arriver aujourd'hui, finalement, à traduire une vision un peu intégrée où tu vas parler d'agriculture, de qualité des sols, de qualité de l'alimentation et de santé humaine? Alors, soyons clairs, ma recherche, elle porte pas vraiment là-dessus. Bon, nous, on travaille sur les champignons qui sont associés aux racines des plantes. Oui. Je dis nous parce que, on est plusieurs dans mon équipe à Paris et dans mon équipe à Gdansk, en Pologne, puisque je suis aussi professeur dans une université polonaise. J'ai aussi des liens avec une équipe chinoise, mais ils sont plus distants. Mais dans tous les cas, dans ces 3 fonctions professorales, j'anime des recherches sur les champignons du sol qui sont associés aux racines des plantes et associés en bonne entente, c'est-à-dire que ces champignons prennent du sucre sur la plante en échange de sels minéraux et d'eau qu'ils ont ramenés du sol vers la racine. D'ailleurs, la racine colonisée par des champignons, ça s'appelle une mycorhize. C'est-à-dire que ce que nous, on voit 9/10 des racines qu'on voit, il y a du champignon dedans, et scientifiquement, techniquement, on appelle ça mycorhize, le champignon rhiza la racine. Tu vois au passage déjà le problème, c'est que moi je me sens obligé de dire ce mot, en fait on s'en fout. En gros, on peut rembobiner tout ça et dire voilà, il y a des champignons qui interagissent avec les racines à bénéfice réciproque, point. Ça change rien. Tu vois, ce jargon qui fait que les gens disent oh là là, c'est quoi les mycorhizes? C'est du champignon qui colonise des racines. C'est tout. Et là, donc, il y a une interface sur laquelle travaillent mes équipes, mais sur des aspects vraiment fondamentaux. Qui avec qui, comment s'assemblent les partenaires, comment ont coévolué les partenaires, puisque 9/10 des plantes terrestres n'arrivent pas bien à se défendre contre les pathogènes du sol, ni à se nourrir si elles n'ont pas ces champignons. Bon, il y a un moment où on dérive un peu vers de l'alimentaire, c'est qu'on s'est intéressé à la trufficulture. La truffe étant un de ces champignons, associé pour le coup aux racines des arbres. On n'a pas de truffe sans arbres, et d'ailleurs, les arbres ont besoin de la truffe pour vivre, entre autres champignons. Donc là, voilà, il y a un contact avec le monde agricole, mais en réalité, l'histoire de mon envie de raconter et l'agriculture et l'environnement et l'alimentation, elle naît de mes enseignements, qui sont plus généralistes et qui mobilisent plus que mes recherches. Moi, ce que je raconte, c'est très peu mes recherches. Tu vois là, l'épisode qu'on vient de vivre, c'est rare que je parle autant de moi et de ce que j'ai fait. J'essaie de restituer l'allure globale des recherches que j'ai lues et des autres aussi. Et en fait, secondairement, ça recontamine ma recherche, mais ça c'est vraiment secondaire. C'est vrai que ces derniers temps, on regarde un petit peu dans des systèmes d'agriculture de conservation, donc non labourés, ou dans des systèmes de bio ou de biodynamie, comment par rapport à l'agriculture conventionnelle, comment se structurent les microbiotes, lâchons le mot technique, c'est les communautés microbiennes qui sont présentes dans les feuilles et dans les racines des plantes. Mais c'est un peu secondaire, tu vois, c'est parce que je fais cet effort de vulgarisation générale que finalement je me dis, tiens, on a besoin quand même de données scientifiques pour dire, bah voilà, quand on passe en bio, voilà ce qui se passe, quand on passe en agriculture non labourée, en agriculture dite de conservation, voilà ce qui se passe. Mais tu vois, c'est plutôt mon activité de vulgarisation qui déteint sur mon activité scientifique. Tes activités de recherche. Mon activité de vulgarisation, elle prend ses racines dans cette envie de former, qui est celle de l'enseignement, de l'enseignant, et qui a commencé en fait dès l'année où j'ai eu l'agrégation
l'année suivante, en fait, mes enseignants m'ont demandé de revenir former les générations suivantes, notamment sur les champignons. Oui. Et dans ma vie d'enseignant à l'université, j'ai toujours privilégié la formation d'enseignants à la formation de chercheurs. J'ai été responsable de préparation à l'agrégation, je suis intervenu dans des préparations au CAPES, parce que ça me paraissait vraiment d'une puissance extraordinaire de former des gens qui allaient former d'autres gens. C'était un geste d'enseignement à 2 niveaux, quoi. Et donc moi, je suis encore responsable pour le muséum d'une préparation à l'agrégation cohabilitée avec les écoles normales supérieures de Paris et de Cachan, enfin maintenant de Saclay, et l'université de Saclay. Et dans ce système, j'essaie de continuer, moi, pour promouvoir ça. Je me suis aussi beaucoup occupé des programmes d'enseignement du secondaire. Hein. Depuis 30 ans, j'ai toujours été foutre mon nez dans les commissions de programme, parce que je pense que c'est un levier extraordinaire. Et si tu veux, à un moment, tu te dis, oui, et alors pourquoi les simples citoyens qui ont payé de leurs impôts la recherche, pourquoi ils n'ont pas le droit de savoir? Alors, bon, déjà, parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, souvent. Alors ça peut se soigner en essayant de raconter ça d'une façon appétissante. Et deuxièmement, c'est un devoir, je pense, du scientifique d'aller jusqu'au bout. Au-delà de la publication en anglais qui jargonne avec les copains qui, à l'autre bout du monde, savent les mêmes choses, mais qui sont absolument inutiles aux boulangers qui habitent en bas de chez moi, il y a aussi la nécessité de raconter ça aux boulangers qui est en bas de chez moi, ne serait-ce que pour qu'ils choisissent mieux ses farines et la façon dont il fait ses gâteaux. Oui, donc il y a quand même ce lien-là que tu as voulu investir. Hein. C'est ce qu'on voit quand même beaucoup, je trouve, dans tes ouvrages, malgré tout. Il y a ce lien toujours qui est fait sur les choses du quotidien par rapport à des choses plutôt complexes. Aujourd'hui, qu'est-ce que, on va dire, devrait savoir le citoyen lambda par rapport à tous ces domaines et comment il peut l'utiliser dans son quotidien? Alors, alors une page publicitaire, hein, c'est vraiment l'objet de mon dernier bouquin, La nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. C'est essayer de redéplier l'homme dans l'espace et dans le temps. Je veux dire que d'une part, dans l'espace, on ne voit pas toutes nos dépendances. On évoquait tout à l'heure, tu nous avais lancé sur notre dépendance à ces écosystèmes de microbes qu'on a sur la peau, dans le nez, dans le tube digestif, dans le vagin, dans les oreilles, dans la bouche, et qui contribuent à nous entretenir, parce que ces trucs-là, ils ont un intérêt direct à ça. Hein. Ils habitent là, ils mangent là. Donc, s'ils s'occupent de leur gîte et de leur garde-manger, ils n'en vivent que mieux, ils ont plus de descendants, et ces traits qui nous aident sont sélectionnés. C'est vrai pour la plante aussi. On parlait des champignons qu'elle a sur les racines, on pourrait parler des microbes qu'elle a sur ses feuilles. Bref, nous avons ces écosystèmes internes dont nous sommes dépendants. Nous avons aussi des écosystèmes externes dont nous sommes dépendants. C'est tous ceux d'où viennent notre nourriture, d'où vient la soie, le coton, la laine, le tous les produits biosourcés. Hein. Et oui, donc que ce soit des matériaux ou des choses que nous mangeons, nous allons prélever dans des écosystèmes. Alors nous ne les voyons pas parce qu'ils sont loin, mais nous en sommes bel et bien des membres. C'est à ce point que quand il y a des pesticides dans certains écosystèmes agricoles ou du cadmium apporté par les phosphates utilisés comme engrais minéraux, ça passe dans les végétaux et nous, on se retrouve confrontés à des résidus de pesticides. Par exemple, la moitié des Français contiennent encore du lindane, un insecticide interdit en 1998. On contient aussi trop de cadmium, qui est donc arrivé avec ce phosphate. Oui, en France, hein, voilà. C'est des chiffres pour la France. Hein. Et une interdiction pour la France. C'est pas encore interdit partout. Bon, okay. Alors, donc le cadmium qui arrive avec les phosphates, on l'a dans nos assiettes. On mange 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée. Du coup, la moitié d'entre nous sont en surdosage. Et ça induit des problèmes rénaux, hépatiques, et ce surcroît de 3% de cancer du pancréas par an. Donc, ce lien existe. Simplement, comme on le prend pas en main, comme on le réalise pas, il n'est que le vecteur de catastrophe. Donc, la première chose, c'est de comprendre ces dépendances que nous avons. Et il suffit de visiter un marché pour voir cette énorme diversité de choses dont nous sommes dépendants. Donc, cette dépendance et le fait que ces liens-là, si on les traite pas, ils se détériorent. Aujourd'hui, les grandes maladies de la modernité, diabète, obésité, maladies auto-immunes, asthme, allergie, burn-out, maladie de Parkinson, troubles austistiques, Alzheimer. Une des causes, c'est la dégradation de notre microbiote qui est moins diversifié, moins bien entretenu. Et c'est pas la seule cause. Il y a aussi des causes génétiques, environnementales, des histoires de vie, mais c'est une des causes de ces maladies. Tu vois, le lien existe. Mais pour l'instant, en gros, la preuve de son existence, c'est le dysfonctionnement. Faut reprendre ça en main, comprendre que l'autonomie, c'est un mythe, et que nous sommes interdépendants, et qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais que par contre, nous avons des alliés proches, internes, ou lointains, externes. Ça, c'est redéplier l'homme dans l'espace. C'est mieux comprendre
les lois de l'écologie. On pourra reparler aussi de la capacité biotique tout à l'heure, mais d'abord, une autre chose, c'est la notion d'évolution. C'est le fait que dans le vivant, rien n'est permanent, d'ailleurs il n'y a pas d'équilibre, contrairement à une idée reçue. Tout est en changement permanent, des fois il y a des équilibres dynamiques, un peu comme quand tu fais du vélo, mais tu sais bien que quand tu fais du vélo, à un moment tu vas tourner, tu vas accélérer, décélérer, te casser la gueule éventuellement. C'est pas un équilibre pour toujours. Les écosystèmes, ce sont des dynamiques. Et ces dynamiques suivent les lois de l'évolution. Et ces lois de l'évolution peuvent nous permettre de faire ou pas faire des choses. D'abord, ça peut nous permettre de comprendre ce que nous sommes. Nous sommes le produit d'une évolution nous-mêmes. Et tu vois, en fait, on est le produit de ceux qui étaient adaptés aux conditions d'hier. Alors c'est tout con, mais ça change. Si tu changes la règle du jeu aujourd'hui, bah t'en as qui sont pas adaptés par hasard. Genre, tu mets plus de sucre, plus de matière grasse sur la table. Ben, t'en as qui étaient super adaptés hier, qui étaient ceux qui étaient capables de faire des réserves même quand il y avait rien à bouffer. Tu vois, il y avait des périodes de 5 à 10 ans. Donc ceux qui étaient capables de faire des réserves à tout prix, d'entretenir la quantité de sucre dans le sang à tout prix, ils avaient un avantage. Sauf que maintenant, du coup, ceux-là, bah, c'est de la graine d'obèse ou de la graine de diabétique. Dans de la surabondance, d'un coup, on n'est plus adapté. Ouais. Et ça, c'est encore dans des îles du Pacifique où il y avait vraiment des grosses disettes, hein, parce que là, ils n'étaient pas aidés de l'extérieur, et où aujourd'hui, l'arrivée de la nourriture occidentale provoque des taux d'obésité de 80-90% de la population, parce que bon, donc voilà, on est le produit d'une évolution, ça nous permet de comprendre ce que l'on est et éventuellement d'adapter ce que l'on sera à ce que l'on est et donc de s'ouvrir des possibles de vie en meilleure santé. Alors, on pourrait donner plein d'exemples de ça. Mais il y a aussi cette idée que l'évolution, c'est un outil pour lutter contre nos ennemis, et on en a. Tu vois, typiquement, les pesticides, les herbicides ou les antibiotiques, à un moment, bah, à force de les utiliser, on sélectionne des organismes résistants. Exactement. Il y a des coins aux États-Unis où tu as 30 espèces de plantes qui résistent au glyphosate. Alors là, la controverse du glyphosate est terminée. Tu peux plus t'en servir. Les antibiotiques, hein, c'est un peu la cata. Aujourd'hui, on est quand même sur 150 000 personnes par an en France qui ont des problèmes avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ça nous fait quand même 25 000 morts par an en Europe. 700 000 dans le monde. En 2050, on pense que c'est entre 10 et 60 millions de gens qui mourront de bactéries résistantes aux antibiotiques parce que cette résistance monte. Parce qu'on ne sait pas gérer nos méthodes de lutte. On prend pas ça en compte évolutivement. T'as d'autres façons de lutter. Par exemple, un truc tout bête, c'est tu utilises un antibiotique une année, puis tu changes d'antibiotique. Tu fais des rotations de matière active. Ouais. Exactement. Comme ça se fait en agriculture d'ailleurs, hein, parce que tu parles de résistance par exemple au glyphosate ou autre. Mais c'est qui la sont même censés chose, être très oui, violents. Voilà. Et pourtant, on a des organismes qui on a 0,1% qui survit, mais ces 0,1% se développent dans un nouvel environnement dans lequel ils peuvent résister. C'est ce qu'on appelle l'impasse de la chimie d'ailleurs. Et il y a de plus en plus d'impasses sur des matières actives utilisées depuis longtemps. Et médecine, c'est pareil, effectivement. Mais tu vois que c'est la même loi qui s'applique pour lutter contre une mauvaise herbe, un microbe, n'importe quelle maladie, un virus, ou un insecte, ou un champignon. Et donc, alors on peut détailler les façons de bien faire en comprenant l'évolution, mais il y a un exemple qui est clé. C'est l'exemple où tu mets plusieurs parades. Alors comme tu mets plusieurs parades, il faut un organisme qui va les passer, il faut qu'il ait une mutation qui lui permet, pour chaque parade, qui lui permet de passer par-dessus. C'est par exemple un cépage comme ce que produit l'INRAE en ce moment, qui possède plusieurs gènes de résistance au mildiou et plusieurs gènes de résistance à l'oïdium. Bah, les mutants qui sont capables de passer ça, ils n'existent pas, donc zéro pesticide. Alors que la vigne, c'est un cauchemar, hein, c'est quand même 20% des intrants de l'agriculture après, entre française. le mildiou et l'oïdium, c'est quand même des maladies cryptogamiques vivaces, qui s'adaptent, qui survivent beaucoup dans l'environnement. Américaine, et auxquelles la vigne européenne n'est pas adaptée, puisqu'elle n'avait jamais été en contact avec. Or, nos cépages, ils datent d'avant l'arrivée de l'oïdium. Et donc, on se bat pour les garder, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons, parce que certains font des choses extraordinaires. Mais du coup, on fait pas évoluer la vigne. Avec ces cépages qui ont, comme on dit, des résistances durables, eh ben, tu n'as plus de pesticides. Voilà, tu fais des économies de l'ordre de 1 000 € par an à l'hectare de pesticides. Mais en plus, comme tu passes moins souvent, tu tasses moins ton sol, donc tu as moins de problèmes de réserve en eau. Enfin, c'est, voilà. Et puis, il y a aussi la trithérapie, qui consiste à mettre 3 drogues face à un virus, quand on a le sida, et là, il n'y a pas de mutant qui ait les 3 résistances. Qui peut résister. Ouais, et comme en plus, il n'y a pas de résistance, tu peux continuer à mettre tes produits en très petite quantité, et ça, c'est bon pour le malade. C'est très intéressant ce que tu cites, parce qu'au final,
on fait partie de ces acteurs qui progressons sur le volet entre guillemets écologique comme une science et une technique. Et dans ton discours, et c'est intéressant, on voit qu'il y a une multiplicité de moyens de lutte et qu'il n'y a pas forcément dans le discours une opposition à utiliser dans la boîte à outils des outils de nature chimique de synthèse. Mais par contre, c'est comment on les utilise, à quel propos et qu'est-ce que ça veut dire de venir gérer des problèmes de façon structurelle? Je mets en place un certain nombre de mesures et je travaille sur le vivant pour l'amener à être au maximum de sa santé. Et à un moment donné, il peut y avoir des ruptures. Et donc, j'ai une boîte à outils que je peux déployer. Et donc, il y a ce double mouvement de prévention et de création d'un environnement propice à la vie et à la santé. Et de temps en temps, utiliser une pharmacopée avec un certain nombre de leviers. Comment tu vois les choses sur ces aspects-là pour éviter de rentrer dans des discours des fois un peu démagogiques en disant si on n'a pas fait ceci ou cela, c'est à cause de lobby ou c'est à cause d'un certain nombre de rapports de force sur lesquels on n'a pas forcément de prise et qui sont pas justifiés. Comment tu vois les choses par rapport à déjà, ça? bon, il y a des lobbies, mais il y a aussi que les citoyens ou les acteurs ne sont pas formés à voir les belles au bois dormant que leur offre l'application de concepts d'évolution. Donc, on t'a vu que c'était les mêmes pour la médecine et l'agriculture. Tout à fait. Donc, et puis, comme les citoyens, il faut qu'ils comprennent ça, autant mettre ça activement dans la formation initiale, n'est-ce pas? Donc, déjà, les citoyens, les utilisateurs ne tiltent pas sur les alternatives. Évidemment, en revanche, ceux qui ont développé des outils de production pour une agriculture conventionnelle ou une médecine conventionnelle, bah évidemment, eux, ils font de la pub pour continuer à vendre leur... C'est normal, hein. C'est leur activité économique qui en dépend. Et pour valoriser leurs outils de production. Maintenant, comment je vois ça? Ce qui m'ennuie, c'est que les gens qui voient une issue de secours, souvent, ils ne voient que leur issue de secours. En ce moment, moi, je suis pris dans une tourmente qui me fait mal au-delà même du fait qu'il y a des gens qui du coup me prennent pour un con, enfin pour un sale con, parce que je pense que ça montre que par rapport à ce que tu disais, cette idée d'avoir pas une panacée mais un cocktail d'outils, ça passe pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du bio. Alors le bio, c'est génial, moi je mange bio parce que comme on n'utilise plus de pesticides et que les engrais sont organiques, donc il n'y a plus de cadmium, c'est trop bien pour la santé humaine. Sauf qu'au moment de désherber, bon, sur des petites surfaces, tu peux mulcher, tu peux mettre des paillassons, tu peux très bien désherber sur des petites surfaces sans labourer, mais sur des grandes surfaces, c'est le labour. Et le labour, il est très mauvais pour les sols, il tue les organismes du sol, il aide à respirer ceux qui restent parce qu'il y a plein d'air, donc comme il respire plus vite, ça déstocke de la matière organique des sols. Or la matière organique, c'est ce qui permet de nourrir le reste des organismes des sols, c'est ce qui permet de retenir l'eau, et puis c'est très bon pour la stabilité mécanique du sol, donc ça lutte contre l'érosion. Bref, quand tu laboures, tu déstockes de la matière organique, et tu as un sol qui s'érode plus vite. Et on le voit très bien, les sols en bio, ils ont du mal bien qu'on leur rappelle un rapport de matière organique, ils ont du mal à la stocker. Leur vie, elle est meilleure évidemment qu'en conventionnel, mais c'est pas génial. Et puis, quand tu laboures, tu fais une semelle de labour, c'est-à-dire que tu compactes le sol en profondeur, et en fait, tu le rends inaccessible et à l'eau, donc tu diminues les réserves en eau, et aux racines qui peuvent plus passer cette zone compactée. Donc, en fait, le bio, sur les grandes échelles qui utilisent le labour, c'est pas génial pour les sols, mais par contre, c'est génial pour la santé. Donc, allez, on mange bio. Il y a d'autres gens qui ont inventé une agriculture qui n'est pas biologique, mais qui permet de soigner les sols et de les rendre durables et d'y faire des stocks de carbone énormes. Ils ne labourent plus. Alors, dans ces sols pas labourés, la vie explose. Ils font d'ailleurs des tests qu'ils appellent les tests du slip, tu sais, mettre des slips en coton dans le sol. Il y a plein de tests, oui. Et sur la même durée, ils comparent à ce que devient ce slip en coton dans un sol conventionnel. Et en conventionnel, au bout de 3 semaines, ton slip, tu peux le mettre encore, faut le laver avant, c'est tout. Dans leur sol à eux, il y a tellement de vie que la cellulose du coton a été bouffée. A été dégradée, ouais. Donc ces sols sont plus vivants. Comme ils sont vivants, ils sont poreux. Il y a plein de matières organiques qui sont les restes des organismes vivants qui s'accumulent là-dedans. En plus, souvent, ils sèment des plantes sur le sol en hiver, ce qui augmente le stock de matières organiques. Qui est obligatoire d'ailleurs dans ce type de système-là. Dans l'agriculture de conservation. Si on ne veut pas travailler les sols, il faut remplacer l'aspect mécanique du travail de sol par autre chose, et c'est souvent donc les couverts végétaux intermédiaires avec des plantes qui sont semées pour pouvoir nourrir le sol mais aussi structurer le sol par les racines et qui, quand elles meurent, les racines nourrissent, voilà.
Et puis en plus, ça nourrit. Et ça nourrit aussi ce pool microbien, parce qu'on a parlé beaucoup des microbes à l'intérieur du tractus digestif de l'humain, mais aussi dans la matrice du sol, C'est un autre autour des racines, le sol. même dans les galeries de vers de terre, on a une stimulation des microbes, et pour alimenter tout ce beau monde, cette machine, il faut de l'énergie, et l'énergie, c'est le végétal. Plus, voilà. Si tu as de la matière organique dans les sols, tu as plus de cohésion, plus de réserves en eau, Tout à fait. et tu stockes du carbone, c'est bon pour le climat. Okay. Donc Ces agricultures-là, voilà. elles peuvent stocker chaque hiver avec ces cultures intermédiaires qu'on plaque au sol ensuite, 0,1 à 1 tonne de carbone par hectare. Mais, arrive le moment de semer. D'autant plus que tu as mis un couvert intermédiaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets du glyphosate. Alors, soyons très clairs. Le glyphosate, c'est pas bon pour les vers de terre. C'est pas bon pour les fameux champignons auxiliaires des racines des plantes. Allez, je relâche le mot. Les champignons mycorhiziens. C'est très mauvais. C'est toxique, le glyphosate, pour tout un tas d'organismes. C'est des balles perdues, parce que c'est un herbicide à la base. Mais voilà. Bon, le vivant, il a des trucs en commun. Ce qui abîme une plante peut des fois abîmer un champignon. Donc, le glyphosate, c'est quelque chose dont il va falloir se passer. Comme le labour. Mais, bon. Les sols sont quand même plus vivants parce que le labour, c'est pire que le glyphosate. Alors on se retrouve avec une agriculture de conservation qui est très bonne pour les sols, même si elle pourrait être meilleure, et si elle a une chimie qu'on n'aime pas. On se retrouve avec l'agriculture bio qui est très bonne pour la santé, mais qui est pas parfaite pour les sols, elle pourrait mieux faire. Et tous ces gens-là s'entretuent. Parce qu'il y a ceux qui croient au bio, ceux qui croient à l'agriculture de conservation. Mais moi je dis, quand les gens vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a plein de chemins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce qu'on va briser les couilles de ceux qui passent par Clermont? Parce que, non, alors à Clermont, on n'est pas encore à Saint-Jacques. Ce qu'il faut, c'est encourager tout le monde. Et puis peut-être trouver deux mains. Et sur les petites parcelles, maintenant, c'est déjà faisable en maraîchage, par exemple. Arriver à faire converger l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation. Il nous faut de la recherche. Mais en fait, comme les gens pensent que si on dit le bio, c'est bien, c'est qu'on est contre l'agriculture de conservation et vice-versa. Quand on dit oui, le bio, il y a un petit défaut, il dit, vous êtes contre le bio? Non! Je veux dire, on a tous des gens autour de nous qu'on adore. Mais ils ont un ou deux défauts, non? Par exemple, je t'adore, mais je suis sûr que t'as un défaut. On a tous des défauts. On a les défauts de nos qualités. Mais nos procédés aussi. Mais tu vois, le truc, c'est qu'on est dans une opposition, alors qu'on devrait jouer la complémentarité, la mosaïque. Mais alors, il y a un mot quand même à lâcher, et merci de mettre les pieds dans le plat, parce que c'est quand même le but de ces échanges-là, c'est de parler vrai. Le compromis, mine de rien, tant qu'on n'a pas les solutions finales, on a besoin d'un certain nombre de compromis. La question, j'avais un débat, j'intervenais avant-hier sur un congrès, et on m'a demandé quel était finalement le dénominateur commun d'une agriculture durable. Et alors, pendant très longtemps, on a dit une agriculture durable, c'est pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. C'est vrai que c'est finalement la définition du cahier des charges bio. Moi, je préfère dire qu'une agriculture durable, c'est une agriculture qui va restaurer les sols. On peut restaurer ou détruire les sols en bio comme en conventionnel. Une agriculture qui continue à utiliser des engrais chimiques et un peu de pesticides. Il y a toujours un effort d'ailleurs dans ces systèmes que tu appelles agriculture de conservation. On a souvent moins d'usage d'engrais et moins d'usage de pesticides par rapport à un système standard. Qui restaure les sols, pour moi ça me satisfait. C'est une première marche qui est essentielle. Si je restaure pas les sols, je ne peux pas dire que l'agriculture est durable et régénératrice. Il y a des agricultures bio. D'ailleurs, les premiers bio de la première heure parlaient que de sol. Puis est venue une génération d'agriculteurs biologiques qui se sont convertis à l'agriculture bio par opportunité économique et qui ont mal compris que pour une agriculture bio performante, il faut des sols performants. Et moi, je me retrouve aujourd'hui dans l'exercice de mon métier à retrouver des sols en bio, compactés, qui fonctionnent mal, parce qu'il n'y a pas eu les éléments de reconstruction du milieu. Labour, hein. Voilà. Disons que si on a beaucoup de matière organique, on peut compenser une perturbation mécanique forte, même si le labour, s'il pleut beaucoup, même si j'ai 3 ou 4% de matière organique, je vais avoir de l'érosion et je vais avoir des problématiques d'installation, des champignons, etc. Tout à fait. Alors, mais donc, le truc, c'est que on voit bien que c'est pas si simple. Comment tu vois les choses, toi? On parlait d'évolution, hein. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les gens qui font de l'agriculture biologique se disent, j'ai fait un pas. Dans mon livre, par exemple, je dis cette idée de transition. On a même un ministère de la transition écologique. Hein, c'est un peu naze parce que l'idée c'est pas qu'il faut qu'on fasse une transition puis ce sera fini. Ouais. Faut qu'on se prépare à évoluer. Et le bio doit commencer à évoluer par rapport au labour. Il doit essayer de trouver des solutions. Collectivement, il y a pas de grande urgence, mais il faut aller dans cette direction. Et l'agriculture de conservation doit évoluer. Elle doit
essayer à terme de se passer du glyphosate. Il y a des travaux de recherche à l'INRAE. C'est des mouvements convergents. Mais à un moment, il faut dire, l'histoire n'est pas finie parce qu'on a fait un pas. Si on est sur cette histoire d'équilibre dynamique, c'est vrai aussi pour nos attitudes culturelles. Et il faut se souvenir que chaque fois qu'on fait un progrès, on abîme quelque chose. Il faut se rappeler que l'agriculture conventionnelle, avec ces engrais chimiques que nous décrions et ces pesticides que nous décrions, et en fait ce qu'on décrit surtout, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est l'usage systématique et surabondant. Ça a été une solution à la famine. Il y avait des famines, on l'évoquait tout à l'heure, tous les 5 à 10 ans, hein, en Europe même au 19e siècle, c'est résolu. Et ça c'est important parce que c'est la solution d'hier qui crée le problème d'aujourd'hui. De là à dire que les solutions d'aujourd'hui créent les problèmes de demain, c'est plus qu'évident. Évidemment. Ouais. Et donc il faudra continuer à évoluer. Je sais très bien que la perfection n'est pas de ce monde. Pour moi, une agriculture durable, c'est une agriculture qui permet à l'homme de vivre aussi bien demain qu'aujourd'hui. Tu vois, je prends une définition planante, très philosophique, mais au fond, c'est ce qu'on veut. Si on a des enfants, on veut qu'ils soient aussi heureux que nous avons pu l'être. Et après, on a des approximations de cette espèce de nirvana, là, de Graal. On a des approximations qu'il faut qu'on bidouille pour qu'elles soient de plus en plus proches du but. Oui. L'agriculture bio, l'agriculture conservation. Et il faut pas les opposer. Et il faut bien se rappeler que quand on tape sur le bio en disant « Ah ouais, mais ils utilisent trop de cuivre !» Parce qu'ils en utilisent, hein. Eh ouais. Quand on a pu voir des toxicités de cuivre assez évidentes dans certains vignobles. Oui. Bah oui. Quand on dit l'agriculture conservation, on utilise trop de glyphosate, le conventionnel, pendant ce temps-là, 4% de la surface agricole utile en France en conservation, 10% en bio, et pendant ce temps-là, il y a 86% qui utilisent et du cuivre, et du labour, et du glyphosate, et des pesticides. À un moment, faut arrêter de taper sur les gens parce qu'ils ont fait un demi-pas en avant. Il y a tous ceux qui sont loin derrière. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est temps d'unir les luttes. Il y a plusieurs alternatives possibles. Il faut pas les exclure, il faut les panacher et les raffiner. Il faut se voir en évolution. Et se voir en évolution, c'est encore cette histoire que je dis de redéployer l'homme dans le temps. C'est l'idée que nous, notre évolution, elle est culturelle, mais elle ne peut pas cesser. Un misérable historien et philosophe états-unien avait dit que l'histoire était finie parce que le mur de Berlin était tombé. Tu parles qu'elle est finie. On court encore derrière. L'histoire n'est jamais finie. Par contre, sont finis ceux qui croient qu'à un moment, ils peuvent s'arrêter d'évoluer. Ça, c'est effectivement une chose importante. C'est très philosophique. Comment on fait dans le quotidien ? Dans le quotidien, t'as raison, parce que là, il faut atterrir sur terre. Ceux qui écoutent et qui sont agents comptables ou professeurs d'EPS ou maraîchers, ils veulent savoir comment faire. Moi, je pense qu'il y a deux choses. On a deux atouts majeurs, on a deux cartes en main qui sont vraiment des atouts. La première carte, c'est la carte bancaire. C'est notre pouvoir de consommateur. Mais il est énorme. Ah oui, il n'y aurait pas 86% d'agriculture conventionnelle en France si les gens n'étaient pas à 86% demandeurs de produits de l'agriculture conventionnelle, tu vois. Alors, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'il y a derrière ? Alors, après, et en même temps, il y a la formation, là. Voilà. Et en même temps, conventionnel, c'est une large palette. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, si on parle du labour, il a largement réduit dans les campagnes ces 20 dernières années. Oui, et sa profondeur aussi. Si on regarde le conventionnel en France et le conventionnel, par exemple, je prends le cas de l'Espagne ou même de l'Europe de l'Est où on travaille beaucoup, il n'a rien à voir. En France, par exemple, on a souvent beaucoup moins d'utilisation de phytosanitaires. On a des efforts qui sont faits à ces niveaux-là, alors qu'on importe des produits, effectivement, où on n'a pas forcément ce niveau d'exigence. Tu parlais... Enfin, un produit phytosanitaire, on est à 3,6 kg en France par hectare en moyenne. Oui, tout à fait. Au Royaume-Uni, où le climat est plus favorable aux pathogènes, on est à 2,5. Ouais. Il faut quand même s'interroger. On fait peut-être mieux que certains, mais on n'est pas en tête de peloton. Hein. Mais c'est le système complet, effectivement, et l'approche. Parce qu'on parlait tout à l'heure. Je comprends qu'il y ait plusieurs conventionnels. Hein. Là, tu as raison, il y a beaucoup de nuances. Mais en fait, les gens... Ils voient ni la nuance, ni même la différence avec le non conventionnel. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est un défaut de formation, souvent, les gens ne sont pas sensibles à ça. Après, l'autre problème, c'est qu'effectivement, au moins transitoirement, et si on ne compte pas les externalités négatives, comme on dit, manger bio, c'est plus cher. Mais pour ça, il ne faut pas compter les fameuses externalités négatives. C'est-à-dire tous les impacts que ça a. Et alors, en fait, d'externalités, tu parles, ça s'appelle des cancers, ça s'appelle des maladies rénales, ça s'appelle...
je le citais avec le cadmium, hein. Et ça, en fait, on compte que, quelque part, entre le chiffre d'affaires de la vente de produits pour l'agriculture et le coût en santé publique des maladies induites chez les agriculteurs, là, il faut consulter les études Agrican, hein, ils sont les premières victimes. C'est d'ailleurs à eux qu'on doit de rationaliser l'usage des pesticides. Et les victimes dans la population, parce qu'ils ont mangé des produits agricoles, le rapport, il est de 10. C'est-à-dire que ça nous coûte 10 fois plus cher en frais de santé que ça ne rapporte à ceux qui vendent ces produits. Alors évidemment, c'est à moyen terme. Donc, collectivement, c'est pas plus cher le bio, c'est moins cher. Mais comment faire ça? Eh bien, ça veut dire que là, il faut sortir le deuxième atout. Deuxième carte. La deuxième carte, la carte d'électeur. Quelque part, c'est l'histoire de politique publique, de subvention ou de taxation qui peuvent aider à réorienter l'agriculture en maintenant le revenu agricole. Parce qu'il faudrait me rappeler un truc, c'est que si les agriculteurs sont dans la rue, alors ils défendent les choses d'une façon qui les rend odieux à la population, qui est extrêmement malhabile et qui ne voudrait cesser toute évolution, parce que derrière on marche sur la tête, il y a une résistance au changement et j'ai dit qu'on pouvait pas ne pas changer. Mais néanmoins, même si à mon sens ils le font mal, ils traduisent un réel problème, qui est celui que les citoyens s'en foutent aussi de qui produit la bouffe. Ils s'en foutent de comment c'est produit, mais de qui produit la bouffe et comment. Donc il y a un vrai problème de déréliction, hein, c'est le mot, ils sont abandonnés. Et quelque part, il faudrait prendre ça en main, non seulement en les soutenant, et d'une façon plus astucieuse que la PAC, qui visiblement, bien qu'elle coûte 136 € par personne et par an en France, ne rend pas les agriculteurs heureux, mais aussi d'une façon qui, peut-être pour plus de 136 € par personne et par an, nous permettrait de piloter l'agriculture que nous souhaiterions si jamais nous avions une envie. Et c'est vrai que les citoyens en moyenne n'ont pas trop d'avis là-dessus, mais on a réellement besoin, avec notre carte d'électeur, de créer un contexte encourageant les agricultures qu'on veut, parce que c'est pas moi de décider là, hein, c'est aux citoyens de décider. Mais moi, mon rôle, c'est de poser sur la table l'existence de l'agriculture biologique, de l'agriculture de conservation, expliquer ce que c'est. Puis après, les gens ils vont choisir. Les scientifiques. Mais est-ce que c'est pas à gouverner, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un projet, tu disais convergence des luttes, mais est-ce que ça serait pas convergence des envies sur la base de sciences et techniques un peu éclairées? C'est-à-dire qu'on a commencé l'entretien en parlant de l'équilibre, enfin peut-être pas l'équilibre, en tout cas de la dynamique microbienne à l'intérieur des organismes. Voilà. Des fois, ça nous échappe cette histoire d'équilibre. Non, mais c'est vrai qu'on recherche. En fait, l'équilibre, c'est toujours on ne peut pas rester statique. C'est toujours de faire le mouvement inverse qui permet de garder une forme de dynamique et de mouvement. Mais je vois bien le pilotage que tu dis. Et donc c'est le mouvement. Moi on travaille, si on prend ce débat bio, pas pesticide, pas pesticide, on voit qu'il est complexe, on voit qu'il peut attiser les passions. Et moi, je vois bien un auditeur se dire, voilà, moi je suis contre le glyphosate, ils ont parlé de glyphosate, ils étaient pas contre, donc je suis pas d'accord. Moi je suis pour le bio, il semble apporter des nuances sur le fait qu'il n'y a pas que le bio dans la vie, donc je suis pas d'accord. La question fondamentale, c'est de se dire vers quoi on doit aller. Est-ce que c'est pas un équilibre, une dynamique microbienne à l'échelle des sols, une dynamique microbienne à l'échelle de la plante, une dynamique microbienne et du vivant à l'échelle de l'humain? Si on va vers le vivant, normalement, ça devrait bien se passer. Et moi, je vois dans des sols bio, conventionnels ou que sais-je, des sols sans vie et des sols avec de la vie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de méthodes. On va même jusqu'à faire de l'ADN microbien à l'intérieur des sols pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Oui, et on va regarder les listes obtenues. On a beaucoup de mal à les faire parler parce que l'état des connaissances ne permet pas. Tout à fait. Mais mine de rien, on sait quantifier une biomasse. Les gens à payer ça. Hein. Oui, tout à fait. Par contre, oui, quantifier une biomasse microbienne liée à la matière organique, le lombric. Test du slip. Voilà. Test des lombrics. Voilà. Oui. Les lombrics, c'est un bon proxy de la qualité microbienne aussi, puisque c'est un stimulateur microbien qui est fort. Si on regarde ce qu'ils mangent vraiment, c'est tous les microbes qui mangent. Tout donc il n'y a pas de lombric sans. Donc je dirais que est-ce qu'on regarde les bons indicateurs en disant finalement bio pas bio, est-ce qu'on n'a pas d'autres indicateurs plus intéressants pour nous permettre finalement que ça soit au niveau de notre alimentation ou notre agriculture bien s'orienter? Non mais c'est sûr, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est une discussion qui est déjà très technique par rapport à la discussion de comment inspirer à nos concitoyens des envies de prendre en compte des parties du débat. Et je pense que, en gros, on a besoin d'une agriculture qui mobilise plus les lois de l'écologie, ça s'appelle l'agroécologie. Oui. Ça n'empêchera pas à un moment, certaines années, d'avoir besoin de pesticides, ça n'empêchera pas aussi que dans certaines régions, on a des types de sols où on ne sait pas se faire sans labour. Un sol limoneux en climat humide, le Léon par exemple, les tassements se font spontanément, c'est très difficile à gérer.
dans l'état actuel des connaissances. Hein. Donc, si tu veux, parce que là, depuis tout à l'heure, on dit l'agriculture avec un grand H, mais en fait, bon, il y a plein de situations climatiques et de sols différents. Il faut aussi décliner par région. Mais si tu veux, bon, moi, ce que je vois en fait se produire, c'est que les gens ne voient pas l'écologie comme un outil, comme une boîte à outils. Tu vois, le rôle des haies, par exemple, pour empêcher la transmission des pesticides, avoir du petit bois pour faire des paillages et éviter de mettre avec du BRF, éviter d'avoir à mettre, par exemple, des herbicides, la haie comme stockage de carbone, la haie contre l'érosion, la haie contre le vent qui sèche en été et qui accroît le stress hydrique quand il pleut pas. Enfin, tu vois, il y a cet outil-là, des outils multifonctionnels. J'ai dit la haie à dessein, puisque dans ce pays, on en arrache 25 000 km par an et nos impôts en replantent 3 000. Chercher l'aberration. On a donc des outils à aller chercher dans le vivant, en plus des autres, et on va faire un cocktail avec des solutions chimiques et des solutions mécaniques là où c'est nécessaire. Mais il y a aussi le besoin d'une agriculture évolutive, ou en tout cas évolutionniste, au sens où on utilise des outils de lutte d'une façon intelligente, qui fait qu'on ne remporte pas des victoires à la Pyrrhus, ce général romain qui a gagné une bataille en détruisant son armée. Donc il a perdu la guerre. Les victoires à la Pyrrhus, c'est celles qui nous dépossèdent le lendemain de nos outils. Ouais, tout à fait. C'est cette utilisation des antibiotiques, par exemple, ou des pesticides, qui fait que tôt ou tard, la façon dont on les utilise aura sélectionné des résistances qui les rendront invalides, inopérants. Maintenant, moi je pense que, au-delà de tout ça, et pour atteindre ça, ou sensibiliser les gens à ça, il faut vraiment, dans la formation, avoir, même pour les citoyens, des rudiments de biologie. Il ne faut pas faire d'eux des écologues ou des agronomes. Il faut les rendre sensibles au fait qu'il existe des savoir-faire, et qu'il faut aller écouter les gens qui ont ces savoir-faire quand on veut décider de ce qu'on mange ou de quelle politique pour un environnement, notre environnement. C'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On n'a rien au primaire, 1 heure par semaine au collège, au secondaire de SVT, ça devient optionnel en première et en terminale. C'est vrai. C'est ridicule. Aujourd'hui, on sélectionne les agronomes avec, à l'entrée du concours de l'agro, la moitié, enfin, le même coefficient pour la biologie et les maths. Mais putain, bien sûr qu'il faut des maths, mais est-ce qu'il en faut la moitié? Aujourd'hui, il y a des facs de médecine qui osent dire aux gamins, en terminale, prenez option maths, physique, c'est mieux que biologie, c'est bon pour la sélection, parce qu'ils sélectionnent là-dessus, mais ils ont qu'à sélectionner des bons médecins, merde. On s'en fout qu'ils fassent des équations différentielles. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est parce vrai. qu'on finit par avoir des médecins qui sont infoutus d'avoir des qualités psychologiques qui les aident à aller au-devant, sauf démarche personnelle. En moyenne, c'est pas prévu dans les études qu'ils aient de la psychologie du malade et de l'empathie pour les malades. Ils sont pas du tout parés à ça. Et en plus, ils savent bien compter, mais on s'en fout parce que ils savent pas faire d'évolution. Ils continuent éventuellement à prescrire des antibiotiques d'une façon complètement aberrante par rapport à une prescription évolutivement stable et durable. Donc, si tu veux, c'est le problème de la structure de notre éducation dont nous nous désintéressons complètement, qui est l'objet de réformes en forme de foucade ou des ministricules essaient de chier leurs réformes à toute vitesse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps d'analyser la précédente, ils n'ont même pas le temps de la mettre en place parce qu'ils veulent que ça reste avant qu'ils ne partent. Il faut arrêter ça, hein. L'éducation, c'est comme la défense nationale. C'est stratégique. Et la défense nationale, ça change pas tous les 3 ans. Là, par exemple, il y a une réforme de la formation des enseignants qui est en train de se faire 3 ans après la dernière et sans prendre le temps de tirer les leçons d'une réforme qui n'a même pas fait un cycle de formation complet. Tu te rends compte? On commence à réformer les choses avant que les gens issus de la réforme précédente soient sortis. C'est des trucs de ouf. C'est le moment où on contrôle plus notre évolution, justement. On change, c'est tout. On change pour changer. Il y a vraiment un enjeu de se poser autour d'une table et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Pas que d'ailleurs pour l'environnement et la santé, mais notamment pour ça, pour savoir comment on peut construire une éducation qui soit digne du 21e siècle et qui soit pas juste une tentative désespérée de refaire comme au 20e siècle. Sachant qu'au 20e siècle, en termes d'environnement et de santé, ça n'a pas été un succès. Maintenir les compétences et le savoir-faire de base, lire, écrire, compter du XXe siècle, c'est juste s'assurer que nos enfants feront aussi mal que nous avons fait. Sacrée conclusion. Ouais, mais c'est aussi un espoir de mieux faire que tu vois en creux. Ouais, tout à fait. Mais alors, quels sont les... Parce que c'est intéressant de se poser la question de... qu'est-ce qu'on peut transmettre aussi? Parce que là, on parle d'un système qui est compliqué à réformer en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que père, que mère, enseignant aujourd'hui pour pouvoir amener ces
cette nuance du vivant, ce sensible dans un certain sens pour les générations futures. Parce que si on attend effectivement l'enseignement qui devienne très mécanistique à certains égards, comment on fait revenir du sensible? Alors bon, déjà, vous pouvez rejoindre la fédération Biogé, soit par le biais, soit en faisant adhérer l'association où vous êtes, ou la fédération d'entreprise où vous êtes, soit en adhérant vous-même, BIOGEE. Je préside cette structure qui réunit des académies comme celle de médecine ou des sciences, le muséum, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, des fondations d'entreprises, des fédérations d'entreprises, pour essayer de promouvoir l'éducation au vivant. Donc là, il faut qu'on se mette tous ensemble pour peser sur la société. Ensuite, soi-même, si on a le temps de s'occuper de ses enfants, c'est pas toujours faisable, hein. Des fois, on vit des vies professionnelles absolument atroces, et qui broient le temps libre, mais il faut les emmener dans la nature, il faut faire ce contact avec la nature, c'est absolument important, hein. Et puis il faut s'informer comme citoyen sur la façon de manger, la santé, mais ça on n'a pas toujours le temps de le faire. Et tu vois, il y a des CSP où les gens ont le temps de se poser des questions, il y a d'autres CSP où tu cours simplement après la fin de mois tout simplement des fois. Ouais. Et donc là tu peux pas demander aux gens de s'occuper en plus d'emmener leurs gamins en forêt et de leur donner les noms des arbres. Moi, je pense qu'il faut vraiment pousser aussi à l'école primaire, avoir une demande qu'on emmène les enfants dans la nature. Et en rebondissant sur les CPIE, sur les associations naturalistes, sur les parents d'élèves qui ont du temps, ou les grands-parents d'élèves qui ont du temps, pour amener un petit peu de savoir-faire. Faut emmener les gamins dans des jardins, faut les emmener dans des fermes. Moi, j'ai mis dans le programme de seconde où on parle des sols, mais il y a que 2 heures pour en parler. Ouais, tout à fait. Dans le programme des secondes, on a mis, et ça c'était mon idée, une sortie dans une exploitation produisant de l'alimentation, d'accord, comme sortie de l'année. Sauf que comme il y a 1 heure par semaine, si tu fais une sortie, tu vois, même d'une demi-journée, tu dois rembourser 3 heures à tes collègues, ou 4 heures, tu revois plus les gamins pendant 1 mois. Ben ouais. Donc la sortie, elle a pas lieu. Mais moi, je pense que j'ai toujours emmené les futurs profs visiter à Saint-Nectaire. Allez, on va à la ferme Bellonte, publicité non payée. On va visiter la vinification de Pierre des Ors à Coran. Et on regarde dans les gestes agricoles qui vont de la vache au fromage ou de la vigne au vin. On regarde l'incarnation de toutes ces leçons théoriques. Et aussi, on raisonne sur, finalement, à quel moment l'aliment il est de qualité ou pas. Donc, tu vois, il faut aller à la ferme. Ah ouais, tout à fait. Il faut être sur le terrain. En plus, les gamins, ils adorent ça. Retourner à l'origine, ouais, ils adorent ça, effectivement. Ouais. Alors après, les fermes sont pas faites pour accueillir, mais il y a quand même de plus en plus de fermes. Il y en a beaucoup qui sont de plus en plus dans on va dire, des bonnes configurations pour accueillir. J'ai 2 de mes anciens thésards, Laure Schneider-Monory et Félix Lallemand, qui ont monté des exploitations. Pour des thésards, ça peut paraître bizarre, mais des exploitations avec une dimension accueil du public et sur lesquels on peut vraiment démonstration effectivement de savoir-faire. Il y a aussi pas mal de démarches de ferme en ferme qui se déroulent dans tous les départements en France régulièrement. Voilà. De ferme en ferme. Oui. Et donc ça, c'est l'ouverture des fermes au public. Alors moi, je connais bien l'Ain de ferme en ferme parce que j'ai vécu beaucoup dans le département de l'Ain. Ah oui, donc ce sont des circuits, voilà. C'est ça? Voilà, des circuits où le citoyen peut amener sa famille et les fermes sont ouvertes et c'est extrêmement appréciable et les agriculteurs peuvent avoir 200, 300 personnes dans la journée. Et quand ils vendent des produits en plus fabriqués à la ferme, c'est intéressant pour eux. Alors, ça permet de sensibiliser. C'est lourd, hein, parce que l'existence d'un agriculteur, c'est être comptable, gestionnaire de la nature. L'agriculture, etc. C'est un sacré métier. Ouais. Et un peu chimiste et un peu trop chimiste actuellement, mais d'un autre côté, la vente directe, on sait bien que ça rapporte plus. Le contact avec le public, ça peut contribuer à défaire cette horreur de la solitude agricole. Parce qu'il y a de la solitude, t'es tout seul sur ton exploitation. Quand t'as bien mécanisé, t'as besoin de personne. Donc en fait, moi j'avais fait mon stage en exploitation agricole quand j'étais à l'école forestière. J'avais fait un stage et j'avais vu que Philippe Tourte, à Plainval, dans l'Oise, paix à ses cendres, qui était un type adorable, il passait sa journée sans voir personne. Et d'ailleurs, dans ce stage, lui, un truc qui lui plaisait, c'était pas de pouvoir raconter, quoi. Et cette solitude agricole, c'est un des problèmes qu'on rencontre, hein, avec justement maintenant le tout mécanisé. Et je pense que les visites à la ferme, c'est une des façons de rétablir un contact avec la société, avec l'aval, et aussi de te permettre que demain, la société entende mieux l'agriculture qu'elle connaîtra, parce que pour l'instant, l'agriculteur, c'est une sorte d'étranger. Elle est passée l'époque où dans toutes les familles, il y avait un agriculteur, et quand on commence à s'éloigner de on allait chercher les œufs des poules dans le paillet,
où on faisait les battages. Moi, j'ai fait ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a cette reconnexion aujourd'hui qui se fait de plus en plus. Nous, on travaille pour beaucoup de groupes de Laval qui remontent les chaînes de valeur pour se reconnecter à ce qu'il se passe dans les fermes. Et alors, c'est assez singulier parce que, effectivement, il y a des politiques publiques qui permettent d'orienter vers, on va dire, des pratiques agroécologiques. Et la tendance ces 5-6 dernières années, avec la réglementation européenne, mais aussi la montée en puissance de ce qu'on appelle la RSE dans les entreprises, avec des gens de plus en plus formés. C'est de regarder à l'amont. Oui. Voilà. Et donc, il y a énormément de cette reconnexion qui... C'est vrai que quand on est un industriel de l'agroalimentaire ou de la cosmétique ou du luxe, on peut être relativement éloigné du fait de production. Et là, il y a cette reconnexion qui est en train de se faire. Alors des fois, ça déplaît, on va dire... aux agriculteurs ou à ceux qui organisent les agriculteurs, les coopératives, les négoces, etc., puisque c'est un peu invasif. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça positif, c'est-à-dire qu'on vient essayer de restaurer ce lien de confiance et la compréhension, et notamment sur cette notion de transition et d'évolution des modèles agricoles, parce que si on se reconnecte pas au terrain, on croit que c'est rapide et facile. Alors quand on se retrouve sur l'exploitation agricole, on voit bien que ces schémas-là, ils bougent sur une période de 5 à 10 ans. Donc ça veut dire que entre le moment où j'ai pris conscience, le moment où je prends les mesures et le moment où j'arrive à un système mature, il s'est passé 5 à 10 ans. Et donc il faut avoir l'intelligence et le respect d'attendre ce momentum. Par contre, être exigeant sur les résultats. Et quand on parle de résultats, avoir des sols qui sont vivants, des sols qui sont en pleine santé, avoir une réduction d'un certain nombre d'intrants qui sont délétères pour la santé, on a pu en parler, sont des objectifs qui permettent de reconnecter le champ à l'assiette. Et aujourd'hui, force est de constater que souvent, à la clé d'une bonne agronomie, on a des économies sur l'exploitation agricole, en temps et en argent. Et ça, c'est souvent peu compris. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais une conférence en visio et que tu avais un agriculteur qui disait « mais c'est pas possible, on ne peut pas y arriver ». Alors qu'en fait, derrière ces nouveaux schémas agricoles, on a souvent plus de performances économiques. Oui, parce que finalement, on est sur une éthique de la quantité produite, et ça, c'est quelque part une maladie des industries d'aval, inoculée par les industries d'aval, qui, elles, ont besoin, quand tu as une usine sucrière où il faut 3000 tonnes de betteraves par jour, je dis un chiffre qui n'est sans doute pas réaliste, eh ben, il faut que ça envoie. Et donc, on a cette culture du rendement. Mais en réalité, la chose, c'est quelle part de bonheur et quelle part de bénéfice il reste à l'exploitant en fin de mois. C'est ça la question. Et moi, j'ai vu les industries du luxe, parce qu'elles ont les moyens, commencer à se tourner vers leur amont d'une façon très, très, justement, respectueuse. Avec cette idée que on allait assurer le débouché. D'accord? C'est-à-dire que l'agriculteur, il est sûr de son débouché, mais il est encouragé, tout à fait, voire aidé même et conseillé pour changer ses pratiques. Ouais, mais c'est toutes les industries, hein. Voilà. Le luxe, mais même aussi l'alimentation, la food, etc., sont en train d'aller fortement vers ça. Pour des industries du luxe, parce que bon, et en plus elles ont les moyens d'accompagner. Exactement, oui, aussi. Oui. Mais parce que on a aussi une telle culture aujourd'hui de la bouffe pas chère que c'est vrai qu'aujourd'hui l'agroalimentaire a des marges qui sont pas forcément colossales. Pas forcément colossales, mais parfois effectivement quand même suffisantes pour se tourner vers l'amont et l'aider. C'est ça ce qui est vraiment important. C'est pas juste donner un cahier des charges et puis voilà. C'est aussi accompagner et s'assurer effectivement. C'est une sorte vraiment de responsabilité environnementale et sociétale. Et de respect aussi d'accompagner. Tout à fait. Ouais, ça, c'est sûr. Et ce qui est recherché, c'est la résilience aussi. Et j'aimerais qu'on aille sur un concept qu'on n'a peut-être pas assez fouillé pour finir cet entretien. La résilience, c'est la capacité à supporter les chocs, à se remettre un peu en état d'équilibre dynamique. Sur une chaîne alimentaire, pour avoir une alimentation qui se maintient en période de changement climatique. Et donc je rebats les cartes du climat, je rebats les cartes finalement de la disponibilité en eau, de la température, etc. Il y a besoin d'aller vers cette résilience. Et donc on a souvent un concept pour pouvoir, on va dire, encadrer l'action de l'homme dans son environnement qu'on appelle les limites planétaires. Je sais que tu n'aimes pas trop ce concept-là, tu l'as remplacé par autre chose. Et je pense que c'est très intéressant que tu puisses en parler. C'est aussi au cœur de tes ouvrages. Je te laisse le... Oui, c'est la capacité biotique. Alors en fait, c'est la notion de limite planétaire qui a remplacé la capacité biotique. Parce que historiquement, mais c'est peu enseigné même en écologie, il y a ce concept de capacité biotique qui est la quantité d'organismes d'une espèce qu'un milieu peut abriter. Quantité de bactéries sur mon ongle,
quantité de bœufs à l'hectare. C'est d'ailleurs là, par contre, c'est les UGB à l'hectare, les unités gros bovins à l'hectare. Selon les régions, il y a des limites de la quantité de bestioles qu'on peut mettre sans bousiller le sol et bousiller la réserve en fourrage. Donc, la capacité biotique, c'est un truc qui est vraiment important en écologie. Et on voit très bien que toutes les espèces, on peut penser aux lemmings par exemple, qui, contrairement à ce que dit le dessin animé de Walt Disney, ne se précipitent pas dans l'eau, mais en fait, ils meurent périodiquement parce qu'ils ont trop mangé, ils sont trop nombreux. Et du coup, la population s'écroule, les réserves de bouffe se reconstituent, et là, ils reprolifèrent et ça s'écroule à nouveau. La capacité biotique, c'est une loi implacable. Elle s'applique absolument. Et si on la dépasse, soit on meurt, soit on trouve un autre moyen de manger, mais qui abîme la capacité à manger le lendemain. C'est par exemple quand tu as une famine et que tu manges les graines que tu devais semer. Mais c'est aussi quand tu laboures. Parce qu'en fait, tu es en train d'abîmer le sol et donc la capacité à manger demain, tu produis plus. Tu réduis le potentiel. Tu réduis le potentiel du lendemain. Donc, tu peux éventuellement aller au-delà de la capacité biotique, mais en réduisant la capacité biotique dans l'avenir, et c'est vraiment ce que l'humanité est en train de faire. Bon, moi j'aime bien ce concept de capacité biotique parce qu'il s'installe à toutes les échelles, il est beaucoup plus maniable, il est beaucoup plus ancien, il y a beaucoup de textes qui le traitent, et les limites planétaires, c'est juste dire que, au niveau de la planète, il y a aussi une capacité biotique et on est en train de la dépasser. Mais peu importe finalement le concept qu'on retient, il y a deux choses. Aujourd'hui, l'écologie nous impose des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des interdits. Et puis, il y a des possibles. Et ça, c'est ça qui me ruine, moi. C'est de voir qu'on ouvre, avec les aspects évolutionnistes ou les aspects d'écologie, on ouvre des possibles. On ouvre des façons de faire aussi bien, autant, mais mieux sur la qualité de vie des agriculteurs, la santé des consommateurs ou la durabilité du système. Durabilité que l'on doit moralement à nos enfants. Mais on n'est pas obligé d'aimer ses enfants, hein. Mais si on les aime, on leur doit finalement une capacité biotique intacte. Et ça, il y a des outils pour ça, et moi je suis un petit peu malade de voir que les gens ne réalisent pas. Pour la résilience, je dirais qu'on a intérêt à avoir un maximum de biodiversité. On voit très bien par rapport au changement climatique, aux incendies, que les forêts mélangées résistent mieux et reprennent mieux que les forêts où il y a une seule espèce. Et il y a plein de raisons à ça, j'en parle dans le livre, parce que finalement, chaque espèce n'a pas exactement les mêmes fonctions, et il y a plus de fonctions qui sont remplies. Chaque espèce n'a pas la même sensibilité aux perturbations, et il y a plus de chances qu'il y en ait une qui reprenne la main et qui arrive à relancer le système après une perturbation. La biodiversité. Et puis aussi, il y a quelqu'un qu'il faudrait que tu invites, c'est Olivier Amand, cette idée que la performance, ça peut être l'ennemi de la robustesse et que donc, en termes de résilience, c'est peut-être pas la performance qu'il faut chercher, mais la robustesse. L'efficience, finalement. En fait, ce que je viens de dire, c'est que la biodiversité augmente la robustesse. Voilà. Tout à fait. Et voilà. Et pour terminer, quand même, je crois que la dernière chose, c'est qu'il faut croire en l'homme. C'est pour ça qu'il faut le former bien. Mais je pense qu'on est capable du pire comme du meilleur et que la marge d'espoir, c'est que tout le monde peut comprendre la science et que nos enfants peuvent en tirer un peu plus si on l'enseigne plus et mieux. Et donc au total, moi je pense que notre grande force, c'est l'homme. Qu'il a pied à la meilleure chose du monde. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Tu as une actualité, c'est un dernier ouvrage, peut-être que tu peux nous en parler ? Nature et préjugés, confier l'humanité dans l'histoire naturelle. Là, l'idée, c'est d'aller au-devant des idées reçues et de les remanier, de les réécrire, de les revisiter à l'aune des données de la science biologique, écologique et évolutive actuelle, en nouvelles formulations qui sont plus opérantes pour agir. Parce qu'en fait, beaucoup de nos idées sont héritées de lambeaux de Bible, de lambeaux de l'époque médiévale, de lambeaux de la Renaissance, de dessins animés de Walt Disney, et tout un tas de trucs pas bien organisés, pas très modernes. Et revisiter les idées reçues, c'est la promesse d'agir mieux en santé et en environnement. Super. Et tout ça dans un langage accessible à tous, alors. C'est pour tout le monde, alors, oui. Et avec des dessins, en plus, des dessins humoristiques. Bon, super. Marc-André, merci beaucoup pour ce message. On retiendra finalement que, on travaille tous dans des équilibres dynamiques. La microbiologie et l'invisible, c'est la base du vivant et que finalement, pour réussir à aller vers un avenir commun, il faut qu'on soit formé, qu'on s'informe et puis qu'on travaille à une meilleure connexion finalement au vivant. Et aux logiques évolutives. Il y a des pelles au bois dormant. Et que la clé est en nous. En l'homme. C'est ça. En l'humanité. En l'humanité. Merci beaucoup Marc-André. Merci. Et puis à bientôt.
J'espère que vous avez aimé cet entretien avec Marc-André Sellos, que vous aurez perçu finalement toute la profondeur de la réflexion autour de cette écologie comme outil scientifique, technique au service finalement d'une civilisation humaine en meilleur équilibre dynamique avec son environnement. J'espère que vous avez également apprécié de traiter des sujets pas faciles, les pesticides, la santé, l'éducation. Ça fait partie du jeu de pouvoir discuter et débattre autour de ces notions où les partis pris trop extrêmes parfois ne sont pas très en lien avec la réalité et la faisabilité des choses. En tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié discuter avec Marc-André, qui saura, si vous avez aimé, continuer ce dialogue avec vous au travers de ces différents ouvrages. Je vous remercie, en tous les cas, d'avoir écouté cet entretien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à activer la fameuse cloche afin de pouvoir avoir les nouvelles fraîches régulièrement lorsque nous sortons des nouvelles vidéos. Merci.